Bonjour chers auditeuristes de Galaxy Pop, on est reparti pour le 3e et dernier épisode des Voix des livres avec l'extraordinaire, ça le fait toujours, l'extraordinaire Jean-Charles JC Degnaud, qui a bien voulu répondre à nos questions pendant les randos et voilà, c'est formidable. Vous avez déjà vu 2 épisodes. Si vous les avez pas écoutés, s'il vous plaît, allez les écouter, même s'il n'y a pas une continuité forcément forte entre les 3, mais je vous conseille parce que c'est des épisodes extraordinaires. Merci à toi d'être parmi nous. Merci. Et donc, je vais lancer le générique et je vais dire les noms de tout le monde qui est sur le plateau. Voilà, bon, allez hop, générique, pardon, pour le verre d'oreille. Les Voix des livres. Les Voix des livres. Les Voix des livres. Suara-suara buku. Nous voilà avec mes 2 co-animateurs, Jacques. Salut Jacques. Salut Daniel. C'est Winnie. Et Moi, c'est Jean-Charles. Winnie. C'est Winnie. Winnie, pardon. mais c'est pas grave. Winnie. Salut Winnie. Et Totof. Bonjour à tous. Ma Totofounette. Voilà. Alors, écoutez, moi, je suis pépère. Je vais laisser mes co-animateurs lancer les sujets. Alors, Jacques, qu'est-ce que tu voudrais savoir de la carrière de Jean-Charles? Il y a un point qui t'intéresse. Oui, eh bien, en regardant les publications, les documentaires, etc. de Jean-Charles, j'ai été surpris par son éclectisme parce que il a abordé un sujet qui me tient à cœur, c'est l'énergie et en particulier le nucléaire. Et en ces temps où le nucléaire et les renouvelables se tirent la bourre, si je puis m'exprimer ainsi, alors que c'est pas tellement le sujet, Jean-Charles s'est penché sur un événement très important qui a été Fessenheim, qui a défrayé la chronique ces dernières années. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton documentaire sur Fessenheim, Jean-Charles? Voilà, alors Fessenheim, c'était un sujet qui me tenait à cœur, puisque j'habite pas très loin de Fessenheim, à une 50aine de kilomètres, et Fessenheim, c'est la plus ancienne centrale nucléaire. La construction a commencé en 1971-72 et elle a été mise en action en 1977 ou 78. C'était la première Fessenheim. C'était une sorte de prototype. Donc, elle a très très bien marché, mais avec de multiples défauts au fil des ans. Et ces centrales nucléaires, elles ont à l'origine été construites pour durer 40 ans. Au-delà de 40 ans, on ne savait pas, on ne sait toujours pas ce qui peut se passer. Là, elles vont être prolongées encore 10 ans, 50, mais il y a une grosse incertitude. D'ailleurs, on voit il y a eu de multiples incidents. Là, à un moment, il y avait presque la moitié des réacteurs français qui étaient à l'arrêt pour des maintenances. Et moi, je crois beaucoup à l'IRSN et l'Institut de sûreté nucléaire. Je pense que c'est des gens sérieux qui font bien leur boulot. Et c'est ainsi que il a été décidé, il y a longtemps maintenant, c'était sous Hollande, de fermer Fessenheim. Pour différentes raisons. Et moi, je pense qu'il fallait fermer cette centrale qui était la plus ancienne de France, qui était la plus dangereuse, qui avait tous les défauts des centrales nucléaires. S'il fallait ouvrir une centrale nucléaire aujourd'hui, jamais on installerait une centrale nucléaire sur le Rhin à Fessenheim. Parce que, premier défaut, c'est sur une nappe phréatique qui va de Bâle à la Baltique. C'est aussi à la mer du Nord. C'est aussi une faille sismique où en 1300 et quelques il y a eu un tremblement de terre. Et plus grave, elle est 7 mètres en dessous du niveau du Rhin et du canal latéral au Rhin. Elle est 7 mètres en dessous du canal. Si bien que si la digue pète, la centrale est inondée. Ensuite, elle est construite à l'envers, c'est-à-dire qu'on a mis les beaux bâtiments devant et les piscines qui sont d'énormes blocs de tôle derrière. Et derrière la centrale, il y a le canal et il y a le Rhin derrière. Et il y a surtout le canal. Sur le canal, les péniches passent dans tous les sens, c'est privé. C'est très facile de venir avec un bateau et de filer un coup de RPG dans les piscines.
Voilà. D'ailleurs, quand j'ai fait mon tournage, Donne pas de mauvaises idées aux terroristes. Hein, voilà, nous nous sommes arrêtés sur il y a une petite île derrière. Les gendarmes sont arrivés. On avait toutes les autorisations, donc il s'est rien passé. Mais on a discuté avec eux. Ils nous ont dit, vous savez, s'il y a des gens mal intentionnés, c'est pas difficile. Donc, ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté aussi parce que elle avait des pannes fréquentes. Ça avait coûté des milliards et des milliards. Et surtout, il y avait cette histoire de Tchernobyl et de Fukushima. À Tchernobyl, après Tchernobyl, qui était une erreur humaine, on a décidé de renforcer la sécurité. C'est ce qu'ils ont fait. Et après Fukushima, parce que Fukushima c'est plus important, il y a pas eu de mort vraiment, mais c'est beaucoup plus important puisque le cœur a été en fusion. Et ce qui s'est passé, parce que il a été inondé. Tchernobyl, c'est une erreur humaine. Donc, s'il n'y avait pas eu d'erreur humaine, il n'y aurait pas eu de Tchernobyl. Tandis que Fukushima, c'est un tsunami. Donc, c'est la nature. On n'y peut rien. Et le corium, c'est-à-dire la soucoupe sur laquelle est posé le réacteur, est en béton. Et le corium, c'est-à-dire la fusion, s'il n'y a pas d'eau et si ça entre en fusion, ça traverse. À Fukushima, il faisait 7 mètres d'épaisseur. Il a été traversé. Fessenheim, il était à 1,50 m. Donc, on pouvait éventuellement le rallonger, le réépaissir. Mais c'est pas possible parce qu'il y a la nappe phréatique dessous. Alors, ils ont fait des renforts, mais moi, je pense que la fermeture de la centrale nucléaire, contrairement à ce que disent les syndicalistes, bien sûr, puisque la CGT et tous ces gens-là sont pro-nucléaires à fond, quels que soient les risques, c'était une mesure de sécurité utile et qu'on a bien fait de la fermer. C'est pas ce qu'on appelle, d'ailleurs il y a eu un film, le syndrome chinois, le fait que ça traverse et que ça grignote jusqu'au centre de la Terre. Oui. C'est risque. Bon, moi j'ai jamais vu, hein, mais j'ai vu des dessins sur Fukushima. C'était terrible, et on n'est pas sorti de Fukushima. Alors Jacques, cette fusion du béton. C'était une crainte, même à Tchernobyl, à un moment donné, on se demandait si ça allait pas traverser. Oui. Et dans ce cas-là, ils craignaient que ça soit une catastrophe pour la totalité de l'Europe. Donc ceux qui ont lancé des idées de redémarrer de Fessenheim, ils sont complètement à côté de leur pompe, si je peux me dire. Complètement à côté de leur pompe. Je pense d'ailleurs que le combustible nucléaire n'est plus à Fessenheim, qu'il a été évacué. Ils l'ont laissé refroidir. Ils ont arrêté, ils ont laissé tout refroidir dans les piscines, mais c'est toujours sécurisé, il y a toujours, bien sûr, mais je crois qu'il n'y a plus de combustible nucléaire à Fessenheim. Je suis pas sûr, mais je pense. Il y a une police, une gendarmerie qui est dédiée à la sécurisation de tous les sites nucléaires, bien sûr. Donc il y a des services de police dédiés. Bien sûr, ce qui n'a pas empêché Greenpeace, et puis une autre association, mais Greenpeace, une fois, d'entrer dans Fessenheim, et d'étaler un grand bandeau sur le réacteur numéro 1. Hein, ça les a pas empêchés. Et ton enquête, comment tu l'as menée? Tu l'as menée avec des scientifiques? Avec des scientifiques que je connaissais parce que j'avais déjà fait un film avant, avec des scientifiques, et j'ai fait le pour et le contre. J'ai eu des syndicalistes, des nucléaires, et surtout des responsables de l'IRSN et de l'autorité de sûreté nucléaire. Et par rapport à ça, T'as eu des convictions, parce que là tu as été assez tranchant sur l'arrêt de Fessenheim, donc t'as des convictions, toi, personnelles, mais au niveau sur le nucléaire en général, moi je suis pas anti-nucléaire. Oui. Je pense qu'il faut être raisonnable, que c'est hyper dangereux et qu'il faut mesurer les risques qu'on ne mesure pas vraiment. Parce que dans le film précédent que j'avais fait pour France 2, que j'avais réalisé pour France 2, qui faisait 90 minutes, je suis allé un peu partout, avec l'autorisation d'EDF d'ailleurs. On a filmé à d'Areva à l'époque et de l'EDF, on a filmé à Flamanville, là dans la Manche, à côté de Cherbourg, le site d'enfouissage du combustible nucléaire. C'est très impressionnant, hein. Ce sont des tubes qui vont dans la terre, et des tubes en acier dans lesquels il y a le combustible qui doit rester là 30 ans ou 20 ans avant d'être envoyé à Bure, où ils font
c'est des essais. C'est un enfouissement géologique, comme on dit. qui doit durer Géologique, très, oui, dans très, une très couche de longtemps. calcaire. Ouais. Mais rien n'est moins sûr que ça fonctionne. Mhm. Ce sera dans ce calcaire pour 3000 ans. Mhm. Et donc le calcaire, ça bouge. Il y a déjà eu des problèmes. Alors que c'est comme une maquette. Hein. C'est comme une maquette ce qui se passe. Alors qu'il y a rien. Pour le moment, c'est une maquette. Quand ce sera, si c'est avalisé, s'ils sont d'accord, si le gouvernement un jour décide de créer un site d'enfouissement à Bure, ce sera pas exactement à cet endroit-là, ce sera un peu à côté, et ils mettront vraiment le combustible. Mais là, déjà, alors que c'est une maquette, il y a eu déjà des incendies, il y a eu des éboulements, il y a eu des trucs comme ça. Donc, il faut être extrêmement prudent. Ça, c'est pour les déchets extrêmement radioactifs, et pour les déchets moins radioactifs, à durée limitée ou réduite, c'est-à-dire 100 ou 200 ans, c'est à ciel ouvert. Alors c'est de tout, hein. C'est du sable, c'est des gants, c'est des outils, c'est des trucs comme ça. C'est dans des fûts d'acier qui sont scellés, qui sont placés les uns à côté des autres. Il y a du sable, il y a des murs, et dessus c'est de la terre, de l'herbe, et ça va rester comme ça pendant des centaines d'années. Il faut être conscient de ça. Et c'est des sites qui sont morts, des forêts, autour de forêts, des sites qui sont morts pour des milliers d'années. Tu veux dire mort, C'est c'est-à-dire non utilisé pour pour rien. l'agriculture. On pourra rien parce que faire autour. ça contamine même. Non, faut Voilà. dire que ça contamine pas. Mais c'est un danger potentiel. Donc Potentiel. on laisse la nature. Voilà, potentiel. ouais. On ne sait pas comment dans 150 ans ou dans 100 ans l'acier de Ce ces sera trucs. peut-être Alors corrodé. on se dit la radioactivité diminue. Mais on ne sait pas ce que ça donnera. Il y a beaucoup d'incertitudes. Moi, je suis pas antinucléaire. Oui. Si on trouvait, s'ils étaient arrivés à réussir La fusion. Non. Oui, alors ça c'est un autre problème. Mhm. Le dernier. Le PR. Flamanville. Il y a un trou. S'ils étaient 1, 2, 3. S'ils avaient réussi le PR, peut-être qu'ils réussiront maintenant, mais ça a coûté. Au départ, c'était pour 3 milliards, ils sont à 19 ou 20. Et en fait, ce qui s'est aussi passé, parce qu'entre-temps, il y a eu Fukushima, c'est que ils ont eu tellement peur de la sécurité, ils ont renforcé les sécurités à 2 ou 3 ou 4 niveaux. Donc, quelque part, au bout du compte, la sécurité tue la sécurité. Et donc, ils s'en sortaient pas. Et puis, il y a eu beaucoup de défauts. Il y a eu la calotte. Ils sont aperçus au dernier moment qu'elle était fissurée. Il y a eu L'acier était pas de bonne le qualité. scandale du Creusot. Voilà. Creusot, des aciers, comme on n'avait plus la dernière centrale a été construite, je crois, en 95. Depuis 95, Creusot, Loire, Les aciers, ouais. les aciers, Ça a été racheté par Mittal. ça avait été, je sais plus si En tout c'était cas, ça a été Mittal. racheté. Et, Voilà. et le savoir-faire et est le parti. problème, c'est que le savoir-faire a disparu. Il faisait plus rien. Et donc, c'est un métier très compliqué. Les soudeurs, tous ces gens Chaudronniers. les chaudronniers, tous ces gens qui avaient l'habitude de faire ces travaux n'étaient plus là. Et donc, ils ont voulu, pour essayer de survivre, continuer à prendre des commandes, et ils ont triché. Ils ont triché sur les contrats. Ils ont des aciers qui n'avaient pas les normes. Ils les ont laissés partir. C'est un vrai scandale. Jacques, tu as une question. Oui, je rebondis un peu sur ce que tu es en train de dire, parce que en 2013, je crois que tu as fait un autre documentaire qui s'appelle « Nucléaire, la grande explication ». Oui. Est-ce que tu peux nous dire les grandes lignes de ce documentaire et ça portait sur quoi? Oui, moi je suis parti sur un constat, ni pour ni contre. Ça s'est terminé sur les renouvelables. J'ai tourné en Allemagne beaucoup avec des scientifiques et puis c'était la période où il y avait de grands espaces en Allemagne de l'Est où ils commençaient à mettre des panneaux solaires. Et les éoliennes en Allemagne, c'était après que Merkel ait décidé d'arrêter le nucléaire. Et donc, partant de là, on s'est dit, mais nous, voilà. Et j'ai fait un peu le tour de toutes les centrales, de plusieurs centrales. Effectivement, ça a bien fonctionné, ça a été quand même une richesse pour la France. Hein. On était le pays qui payait le moins cher l'électricité et tout ça. Voilà. Mais quand on fait la chronologie de construction des centrales, on s'aperçoit que ils avaient prévu le démantèlement.
le démantèlement coûte à peu près aussi cher que la construction. Donc, quand on payait 1 kWh d'électricité dès la construction des premières centrales, il y avait un pourcentage qui était mis de côté pour la démolition des 50 ans plus, 40 ans plus tard. Mais ce pactole, quand il y a eu Tchernobyl, je sais pas s'ils ont tapé dedans. Mais après Fukushima, ils ont utilisé. Donc il n'y a plus. Avec quoi on va payer tout ça? Comment on va faire pour démanteler? D'autant plus que Macron a lancé un programme pour 14 EPR pour être neutre en carbone en 2050. C'est peut-être de la com, hein. C'est Voilà. peut-être de la Mais com. Non, Non. l'histoire de l'EPR, moi j'y crois, l'EPR. Oui, mais bon. Si l'EPR fonctionne, il fonctionnera peut-être même Au-delà une des... partie au plutonium, et le plutonium, ça se recycle. En partie. D'autant plus ouais. d'autant plus qu'il y a 2 centrales EPR en Chine. Bon, l'une est arrêtée, peut-être, on ne sait pas trop pourquoi, pour des incidents, mais il y en a une qui fonctionne. Qui fonctionne. Et, Oui. et la finlandaise a été lancée il y a... Oui, mais il y elle a été arrêtée. Oui, mais aussi. Arrêtée. Mince. elle n'a pas été... Elle a été arrêtée, mais elle redémarrera. Mais Oui. il y a des incidents et tout, mais c'est des prototypes, ces trucs-là. Et nous, on n'a pas réussi, hein. Mais, en fait, le problème de l'EPR, c'est que, on voyait les prix qui flambaient. Et donc, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est faire de la sous-traitance. Pour le ciment, pour tout. Ils faisaient de la sous-traitance, de la sous-traitance, de la sous-traitance, de la sous-traitance. À un moment, il y avait 40 ou 50 nationalités qui travaillaient là. Il y avait des problèmes de coordination. Il y avait des problèmes terribles. Parce que ils se sont aperçus qu'il y avait quand même ce qu'ils appelaient des trous de cailloux dans la centrale. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait plus de béton. Il y avait des cailloux au milieu du bloc dans lequel serait le réacteur, du bloc de ciment. Il y a eu plein de malfaçons parce que ils se sont affolés. Ça coûtait trop cher. Et puis, ils pouvaient pas faire machine arrière. Comme on a fait machine arrière sur ITER. On a laissé tomber ITER. Parce que c'est Jospin, je crois, qui avait arrêté. ITER ou Astrid? Les deux. Astrid aussi a été arrêté. Oui. Astrid a été arrêté. Donc, moi, je suis pas anti-nucléaire, mais Oui, pour conclure, parce que c'est vrai qu'on... La sécurité. On aborde un autre... Oui, mais c'est c'est une intéressant. sécurité. Et puis, c'est monstrueux, les déchets. C'est monstrueux. T'es pas contre, mais quand même, tu mets... Bah, tu mets moi, un je bémol. mets... Alors, il y a Totov qui voudrait te poser une question. Oui, parce que tu nous as parfaitement expliqué l'intérêt d'avoir arrêté Fessenheim, mais la décision prise par le président Hollande à l'époque, elle n'est pas prise sous cette optique-là, sous cet angle-là. C'est une décision politique pour pouvoir conclure des accords avec des écologistes notamment. Voilà. Alors, il y a bien sûr cet aspect politique. Il faut savoir que le mouvement écologiste en France est né à Fessenheim. Les premiers écologistes français, à part quelques farfelus qui se présentaient dans les années 60, mais le premier mouvement écologiste solide, ça a été autour de Fessenheim, contre le nucléaire. C'était aussi des babacools comme ici, qui étaient... Ici, à Rennes-les-Bains, où nous sommes encore... Voilà, qui étaient contre le nucléaire. Appuyés par les Allemands, qui sont juste de l'autre côté, où il y a un mouvement beaucoup plus anti-nucléaire, structuré, beaucoup plus structuré. profond. Ouais, Et il faut dire que idéologiquement. d'entrée, ils ont mis sur la table tout ça. Greenpeace est né sur le nucléaire aussi. Greenpeace. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a construit la centrale de Fessenheim, les premiers échafaudages, ils étaient en bois. Bon, c'est fou, ça, quand il pense. C'est une autre époque. Je connaissais une dame qui avait une scierie, elle avait des contrats avec Fessenheim pour fournir du bois. C'était ça, c'était un prototype, c'est ce que les écologistes ont dit. Alors c'était politique, c'est vrai, mais ça se justifiait, je pense. Je pense. Puis ils ont tergiversé, puis il y a eu le poids des syndicats, parce que d'un côté il y avait les écologistes, et de l'autre côté il y avait le point des syndicats qui était pour l'emploi. Point. Ils sont pour. De Point. toute façon, ce qui passe avant tout, c'est la préservation de l'emploi. Donc, De l'appareil industriel aussi. l'appareil industriel, l'emploi, ils avaient été échaudés avec tout ce qui avait disparu en Lorraine et dans toute la vallée de l'Acier et tout ça. Et- Donc, ils étaient branchés là-dessus, quoi. Il fallait continuer.
Bon, eh bien, écoute, si je vous laisse, chers auditeurs, si vous voulez aussi avoir un point de vue très détaillé et voilà, je vous recommande dans l'émission Thinkerview, soit sur YouTube, soit en podcast, l'interview d'un ancien responsable, directeur même du CEA. Alors, je cherche, tac, la référence, je vais la mettre dans la description, qui était passionnante et il est tout à fait en résonance avec toi, mais alors lui, il était en plus, il est ingénieur atomiste, comme on disait quand j'étais jeune, et donc je ne le retrouve pas, mais c'est pas grave, si, Thinkerview, le voilà, et donc, c'est Yves Bréchet. Hop, oui, c'est ça. C'est donc l'émission du 10 avril 2023. Elle dure 2h12, donc elle est très. Et ça s'appelle Yves Bréchet, France, la stratégie du canard sans tête. Donc Thinkerview, je vous mets la référence dans le détail de l'émission. Donc là, Christophe, quelle partie de la superbe carrière de Jean-Charles, j'aime bien le taquiner, voudrais-tu aborder? Comme tu dis, hein, Jean-Charles, c'est un témoin extraordinaire notamment de toute la vie politique française de la Ve République. Donc j'aimerais lui poser la question, à travers toute sa grande carrière, qu'est-ce qu'il a marqué, un homme politique ou une anecdote, ou qu'est-ce qui pourrait... Moi, j'ai été marqué par deux personnages. Hein. J'ai été marqué par De Gaulle, que je n'ai vu qu'une fois. De Gaulle, alors que j'étais étudiant à Versailles, il était venu parce qu'il venait jamais à Versailles, parce que c'était une ville où il y avait de la collaboration et tout ça, jadis, pendant la guerre, et donc il aimait pas Versailles. Mais il était venu une fois, je l'avais vu dans une inauguration. Mais on l'a pas vu à Vichy non plus. À Vichy, on l'a pas vu. Voilà. Mais sinon, c'est Mitterrand. Mitterrand, c'est un personnage qui était fascinant, quoi. C'est un roman à lui tout seul, quoi. Voilà, c'est des personnages. Et puis sinon, après, la classe politique, elle est ce qu'elle est, quoi. T'as pas écrit sur Mitterrand? Non, j'ai pas écrit sur Mitterrand, mais j'ai fait un livre qui m'a... Ah si, un livre, alors. Qui m'a attiré beaucoup d'ennuis, puisque j'ai écrit sur l'affaire Lucher. C'était les ventes d'armes pendant la guerre Iran-Irak. Ah oui. C'était les ventes d'armes de la France. C'est ce dont tu nous as parlé dans l'épisode 1. Officiellement, on vendait à l'Irak, mais on vendait aussi à l'Iran. Tu nous en as parlé dans l'épisode 1. Voilà, c'était ça, ouais. Iran-Irak. Voilà, ça m'a... T'as eu des ennuis. Là, j'ai eu des ennuis parce que j'ai été surveillé pendant l'écriture du livre. Ils ont essayé de nous piquer le manuscrit. Enfin, j'avais la DST aux fesses. Mais je circulais en moto, donc je prenais des sens interdits. Voilà. C'était cool. Ça, j'ai fait ça. Et puis j'ai fait sur la politique, qu'est-ce que j'ai fait comme livre sur la politique? Tu connaissais bien Pasqua, hein? Oui, je connaissais bien Pasqua. Je l'ai interviewé plusieurs fois, je l'ai vu plusieurs fois. Moi, j'aimais bien Pasqua parce qu'il avait son franc-parler. Et puis, il était très... il y avait plein de magouilles de fric et tout ça, mais moi, je pense pas que Pasqua s'est enrichi. Lui, je pense pas. C'était pour ses partis, c'était pour la politique. C'était un homme politique, quoi. Il vivait pas sur un grand train et tout. Et il avait du courage. Et Totov, il y a des gens de Levallois dont tu voulais parler? C'était qui? Je sais pas, peut-être la famille Balkany. Ah oui, j'ai écrit un livre sur Balkany, j'ai fait un film. Le film, il est relativement récent, ça s'appelait Balkany, les années fric de la République. Voilà. Et je montre comment les Balkany, qui ont pris d'une façon formidable la mairie de Levallois en 1984, alors que c'était une mairie communiste depuis 2 mandats, je crois, et ils ont transformé la ville. Mais à quel prix? Mais surtout, ils ont eu la chance que ce soit la période où toutes les usines autour de Paris s'éloignaient, quoi. Toutes les industries, par exemple Citroën qui était à Levallois, ils ont tout cassé pour s'installer, pour faire des usines modernes ailleurs. Donc il y avait un territoire, c'était le western, c'était la conquête de l'Ouest. Il faut savoir que Levallois, c'est collé à Paris.
C'est collé à Et Paris. c'est collé à Neuilly, Collé à Neuilly. collé aussi à Clichy, mais en attendant, c'était un C'était une réservoir. ville ouvrière. C'était la ceinture rouge de Paris, la ceinture communiste de Paris. Est-ce qu'on peut reconnaître aux Balkany leur vision Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ils ont lancé des programmes, comme ils avaient beaucoup de relations. Des terrains, ils ont vendu à Bouygues, mais ce qui s'est passé, c'est que Isabelle Balkany, qui était la tête, et lui, c'était les jambes. Isabelle Balkany, quand ils ont pris la mairie de Levallois, elle était dans la voiture, ils venaient de remporter et elle a dit aux gens qui étaient avec lui, en sortant de la voiture, bon, maintenant, il va falloir que ça rapporte. Voilà. Et ils ont mis sur pied un système, pompe à fric. Mais les lois, ce qu'il faut dire aussi à l'époque, c'est que le financement des partis politiques était anarchique. Il n'y avait pas de règles, il y avait rien. C'est Pasqua le premier qui a fait un semblant de règles, et ensuite c'est Rocard. C'est la loi Rocard qui s'est dit, les partis politiques, c'est l'État qui va les financer en fonction des voix récoltées aux élections. Voilà. Mais sinon, fallait se financer comme on pouvait. Tous, les communistes, ils avaient leur méthode, les socialistes, ils avaient leur méthode, eux, c'était les bureaux d'études bidons. Et la droite, c'était les fausses factures, c'était les rétrocommissions, les fausses factures, et ça y allait. Et les bureaux d'études bidons aussi. C'était tous azimuts, quoi. Les valises, peut-être. Et les valises valises en Suisse. Et l'argent en Suisse. L'argent en Suisse. Beaucoup. Et donc, comment tu as l'affaire Balkany? Comment elle t'est arrivée? Elle t'est arrivée un petit peu tout cru Non. Comme L'affaire Balkany, je m'intéressais déjà à Balkany parce que j'avais fait un film qui s'appelait à l'époque Il était une fois dans l'Ouest, le roman noir des Hauts-de-Seine, où j'avais interrogé tous ces gens-là, et notamment Pasqua. Et Pasqua, je l'interviewe et je lui dis à un moment, mais attendez là, vous avez brassé beaucoup d'argent, il y a la Défense quand même dans les Hauts-de-Seine, hein. Il y a la Défense, c'était aussi une pompe à fric. Dans cet argent que vous avez récolté, non. Quand même, à un moment, vous savez bien toucher un peu quand même. Il fait, moi, petit-fils de berger corse, si une fois quelqu'un m'avait proposé de l'argent, il allait au trou immédiatement. C'était pas vrai, bien sûr. Et puis les Secaldi Reynaud, tous ces gens-là, ils ont palpé. Alors, beaucoup pour les partis politiques. Mais c'était tellement tentant de mettre la main dans le pot de confiture. Et les Balkany, c'était le rêve pour eux. Ils étaient protégés par Pasqua, par Chirac contre mauvaise fortune bon cœur parce qu'il les aimait pas trop, et surtout par Sarkozy. Sarkozy, c'était le frère de Balkany. Donc Sarkozy les a protégés. Manque de peau. Lorsque Sarkozy a été battu en 2012, la justice qui a été retenue, Pasqua, il racontait très simplement que quand il y a une affaire, c'est simple. Faut créer une affaire dans l'affaire. Et si ça marche pas, l'affaire dans l'affaire, on crée encore une autre affaire dans l'affaire. Et comme ça, on oublie la première. Ou alors, il disait, le juge d'instruction, ça change. Le juge d'instruction, il y a des affaires sur l'argent noir des Hauts-de-Seine, hein, les fausses factures des Hauts-de-Seine. Il y a eu des fois 4, 5, 6 juges d'instruction. S'il met son nez un peu trop dans le truc, on lui fait une promotion. On lui offre de partir à la Réunion pendant 3 ans, où il aura triple salaire, où il sera... une offre que tu peux pas refuser. On peut pas refuser. Voilà. Et ils ont tenu comme ça pendant des années, jusqu'en 2012. Et là, les juges ont pu faire leur boulot. Voilà. Et il y a eu l'affaire Didier Schuller. Alors l'affaire Schuller, je la connais particulièrement bien, parce que je suis ami avec lui. Et Schuller, c'est lui qui a fait tomber Balkany. Parce que tout cet argent, il y a eu un procès, bien sûr. Et ce procès, Balkany a été acquitté. Et c'est Schuller qui a pris. Parce que ils se sont démerdés pour que Schuller porte le chapeau. Et Schuller, en bon petit soldat, il a fermé sa gueule. Et ça, c'était après qu'il soit parti. Ça, c'était
dans les années 2010, parce qu'avant, quand ça commençait à être chaud en 94, 95, il a été exfiltré par Pasqua. Didier Il Schuller. est parti, oui, Didier Schuller. Schuller, ouais. Ils l'ont envoyé il est allé à Saint-Domingue, il s'est installé à Saint-Domingue où il a vécu en cavale, financé par Pasqua. Je rappelle, Didier Schuller, tu nous en as parlé dans l'épisode des otages. Oui, non, Non, c'est pas lui. Schuller. Ah si, dans les Si. otages, puisqu'il avait rencontré Voilà. Seurat et Jean-Paul Kaufmann qui arrivaient à l'aéroport Voilà. de Beyrouth. Donc c'est pas n'importe qui, c'était un. Oui, c'est type, un haut ancien fonctionnaire. et un C'était ancien. un haut fonctionnaire. Il connaissait bien l'affaire Boulin parce qu'il a été directeur de cabinet de Boulin. Il a été dans des ministères. C'est un énarque qui était très, très, très compétent, quoi. Oui, je crois que tu nous avais dit qu'il avait le poste. Oui, pardon. Oui, et puis je crois que tu nous avais dit qu'il avait le poste de reconstruction du Liban. Il a été en poste au Liban pendant, je sais pas, 1 an ou 2 pour la reconstruction du Liban, une période où il y avait plus la guerre. À chaque fois que la guerre s'arrêtait, on disait on va reconstruire le pays et tout. Puis ça répétait après. Donc c'était un type qui est un bon homme à tout faire, mais Oui, il était mais- sur des dossiers chauds quand même. Hein. Des dossiers chauds et dans cette affaire, il était le bon petit soldat. On lui disait c'est pas lui qui portait les valises, mais c'était lui qui les réceptionnait. Comme il vivait en Alsace, il venait de Suisse, il allait en Alsace et après il portait ça à Chirac. Et Chirac, il avait l'argent dans des sacs poubelles. Hein. Mais tout ça, ça n'a pas été, voilà, parce que je voudrais pas non plus que t'as mis ça dans un bouquin et ça a été vérifié. Ah oui, bien oui, voilà. sûr. Cette histoire, c'était dans mon film. Et puis il y a des interviews de Didier Schuller. Ouais. Didier Schuller il raconte même une anecdote qui est formidable. Ça commençait à chauffer avec le juge Alphen qui commençait de traîner autour parce que ça a Des commencé. Balkany. Ça a commencé à la mairie de Paris. D'ailleurs, Juppé a été condamné sur À la place de Chirac. Oui. L'histoire Emploi des fictif. Les emplois fictifs. Les emplois fictifs. les emplois fictifs. Voilà, ça a été les emplois fictifs et les fausses factures et tout ça. Et donc, c'était déjà Paris, et après, ça a évolué sur les Hauts-de-Seine. Ils pensaient pas, c'était déjà la bagarre entre Balladur et Chirac. C'est Balladur qui envoyait un scud, et Chirac renvoyait un scud. Ouais. Ah, ouais. Voilà. Et donc, dans la bagarre Balladur-Chirac, d'ailleurs, c'est à cause de l'affaire Schuller-Maréchal, que Balladur a perdu les élections en grande partie, on disait que le mensonge en politique, c'était impardonnable, et il a menti sur une histoire d'écoute téléphonique dans l'affaire Schuller-Maréchal, une histoire de corruption et tout. Il a menti. Et Balladur a menti. Balladur a menti. Il a dit qu'il avait jamais demandé d'écoute. Et le lendemain, dans l'Express, il y avait le compte-rendu des écoutes qui était publié. Donc voilà. Bon, tout ça pour dire que, à ce moment-là, lorsque le juge Alphen s'approche de Levallois, il va perquisitionner à la permanence de Balkany et tout. C'est pas le moment de ramener de l'argent. Et donc, il y avait 1 million qui était pour Chirac. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont apporté à Schuller, qui était chez lui en Alsace. Et il s'est dit, je vais pas garder ce truc-là, parce que Balkany l'appelle et lui dit, tu gardes le fric pour le moment, parce que c'est trop chaud, faut pas le ramener à Paris. Et donc il met ça dans des boîtes tupperware, et il l'enterre dans la forêt derrière chez lui. Oh. 2 jours, 3 jours passent. Il va dans la forêt pour récupérer le truc. Il n'y avait plus rien. Il dit, merde, mais comment quelqu'un... En fait, c'était les sangliers. Ah. Ils avaient déterré les tupperwares et il y avait des billets partout. Oh putain. Et J'ai jamais alors, entendu parler de cette histoire. le juge Alphen, c'était le type de juge qu'on ne déplace pas comme ça. Ah ben oui. Celui-là. Voilà. Bon, ça c'est et puis des histoires après. Et le dossier Schuller, en fait, tu l'as eu parce que tu le connaissais? Oui, le dossier Schuller. En fait, c'est pas moi le dossier Schuller. Le dossier Non. Schuller, c'est Davet et l'homme qui l'ont Voilà. sorti. Bravo. Ils ont fait un bouquin Davet et l'homme qui était bien parce que c'est des mecs super. Hein. Ouais. Bon, ils sont un peu, mais ils sont très bons journalistes parce que quand Didier Schuller a payé pour Balkany, il a fait une cavale. Il y a eu un procès. Il a eu
Il a fait sauvé. 3 semaines de prison à la santé. Il a eu un bracelet électronique pendant 2 mois. Quand il est sorti, après le bracelet électronique, il avait fermé sa gueule. Après, il a été réhabilité. Il avait le droit de se représenter. Quand il a voulu se représenter, il voulait se représenter à Clichy. Voilà. Il est allé voir Balkany, il lui a dit, voilà, moi je te demande pas de me parrainer, mais je te demande de mettre personne en face de moi. Le Balkany qui se fout de tout le monde, 2 mois avant l'élection, il a mis son adjoint comme candidat qui a été élu. Qui s'appelait, je me souviens. Museau. Museau. Il a été élu À Clichy. à Clichy. Et Schuller était le bec dans l'eau. Et là, il rencontre les Balkany, il rencontre il rencontre Davet et l'homme, à sortir de chez un juge, et il leur dit, oh là là, là j'en ai marre, je suis prêt à parler. J'en ai gros. Négro, voilà. Et il leur dit, j'ai le dossier chez moi, je ne l'ai jamais ouvert, il est dans une armoire, si vous venez. Ils sont venus, ils ont dépioté le dossier, et ils ont trouvé les trucs, ils ont écrit un bouquin, et là le juge, je sais plus qui c'était. Oui, le travail était fait. Le travail était fait, c'est reparti. C'est lui qui les a balancés. Il l'aurait laissé prendre la mairie de Clichy, il n'y aurait jamais eu d'affaire Balkany. Mais ça date de quand? Parce qu'on voit que les Balkany, ils sont un petit peu toujours plus ou moins. Mais ils avaient déjà été condamnés Ouais. pour des emplois fictifs Oui. ou pour employer pour emploi du personnel de municipal et tout ça. Ça, c'était Isabelle qui avait été. Oui, oui, ben, plus, bon, Chauffeur. voilà, des chauffeurs et des tas d'histoires. Mais c'est aussi lui qui a dit au juge, il y a 2 villas, il y a une villa qui s'appelle Pamplemousse. Pamplemousse. Sur à- Saint-Barth ou à Saint-Martin. Saint-Martin. Et il y a le Dargouchi Marrakech. à Marrakech. Voilà. C'est ça, au Maroc. Ils ont toujours dit que c'était pas à eux. Et en garde à vue, elle a craqué. Enfin bon, c'est toute l'histoire. J'ai écrit un livre qui s'appelait Balkany l'impuni. Ah oui, donc t'as écrit sur l'argent de la République. Voilà. Et puis Balkany l'impuni. Balkany l'impuni. C'est récent alors quand même. Balkany l'impuni, il a 3 ans. D'accord, oui, c'est quand même récent. Oui, oui. Ben écoute, on a quand même une belle matière, un Ouais. bel aperçu. Bien sûr, vous retrouverez toutes les références dans la description d'épisode. Mes 2 co-animateurs, est-ce que vous auriez une dernière question qui, voilà, légère peut-être Non, alors, c'est toujours passionnant de t'écouter, Jean-Charles. Est-ce que tu as un projet du même ordre Oui, j'en ai un. Tu peux peut-être Il n'est en pas parler. abouti. Allez, Et ça dis-nous. tourne, le projet que j'ai, je peux dire autour de quoi ça tourne. Ça Oui. tourne autour du canard enchaîné. Ouh, Mais c'est tout. là là C'est là tout, là. c'est tout. On en Ça, saura c'est pas du plus. Je sais pas de... Il vaut mieux pas, ouais, il faut Non. pas un projet qui est pas très avancé, il faut Non, pas non, non plus voilà. l'avorter avec nos petites questions indiscrètes. Jacques, est-ce que ou remercier Jean-Charles? Ah oui, oui, merci. Est-ce que tu as des beaucoup. choses gentilles à lui C'est moi. dire? Ah ben moi, Moi, je je crois que suis... vous me donnez une importance que j'ai pas, mais... Non, non, Oh mais là moi, là, j'ai- toi tu vas avoir un câlin après, je te le dis. Non, non, mais Et- moi, je l'ai dit un petit peu en introduction. Moi, je suis plein d'admiration pour l'éclectisme de tes sujets. Parce que C'est vrai. passer de la politique au Moyen-Orient et au nucléaire... En passant par les mammouths, n'oublie pas les En mammouths. passant par les mammouths... Sans oublier Oui, alors je vais c'est vous dire... une sacrée ouverture Voilà, d'esprit voilà. et d'intelligence quand même. Voilà. Hein. Mais je vais vous dire, en fait, le maître mot pour moi, ce qui m'anime, c'est la curiosité. Point. Oui. Dernière question. Alors ça c'est ma question. Ah oui, t'avais fini ou je Oui, t'ai coupé? non. Quel conseil tu peux donner à un jeune pour faire ton métier? C'est difficile, parce que les jeunes être curieux, qui débutent D'être aujourd'hui, curieux comme toi. oui, d'abord la curiosité, travailler, pas faire un projet, écrire un projet et puis attendre écrire 2, 3, 4, 5, 6 projets. Sur 6 projets, il y en a peut-être un qui aboutira. Voilà. Et je pense que je suis une génération bénie. Je pense que les jeunes, j'aurais jamais pu faire 90 documentaires si j'avais débuté maintenant parce que si je débutais maintenant parce qu'on était peu nombreux et c'était ouvert quoi. Maintenant moi je suis au numéro 5000 à la SCAM, la société. Maintenant ils sont Des droits d'auteur ils sont des bien documentaristes, oui. des milliers. Oui. Donc c'est un métier passionnant.
c'est un peu le miroir aux alouettes. Mm. Il y a il y a peu d'élus. Et puis, il y en a Et puis qui c'est émergent dangereux, comme ça. ça a coûté la vie Oui, à oui. des collègues en Oui, Ukraine, bien sûr. notamment. Mais il y a quelques-uns qui explosent comme ça, qui sont formidables. Et puis il y en a qui végètent, il y en a qui n'en vivent pas, qui sont passionnés par ça et qui font un film tous les 5 ans, 6 ans, et puis qui sont profs ou qui ont d'autres métiers. On peut faire ça en ayant une autre. Oui, parce que si moi j'ai eu la chance d'en vivre et de bien vivre toute ma vie de ce métier, mais il y en a qui n'en vivent pas vraiment. C'est comme les acteurs, c'est comme tous ces gens-là, quoi. Et t'as beaucoup travaillé. En tout cas, merci d'être venu. Et franchement, c'est un document. Ouais. On est tous. On est tous sous. On aurait pu continuer comme ça des heures. Et d'ailleurs, on va le faire parce que on va jusqu'à la dernière minute. On va profiter de la présence de Jean-Charles. Allez. Merci beaucoup, mon grand. Au revoir. Salut. Merci à toi, Daniel. Merci Jean-Charles. Merci à vous. Merci Winnie. J'ai débuté ma carrière dans un hold-up audacieux. Il y avait de la cervelle par terre. Les flics étaient très nerveux. Continuer dans un boxon, dans le slip d'une souris, puis passer dans le ceinturon d'un marchand de paradis qui se fit dézinguer plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. C'était un tueur à gages, car on disait c'est fin de mois. C'est pas que dans ce boulot-là, on soit souvent en chômage. Surtout que par les temps qui courent, la liberté et l'amour travaillent pour la République. Comité d'action civique. Je me suis multiplié chez un type assez bizarre qui travaillait tard le soir, à la plume et au pochoir. Voyageait dans des mallettes, dans des fourgons, des tablettes, dans des jeans ou de la soie, en jaguar et en matra. Je suis même passé dans vos poches, grippé par vos doigts crochus, accrochus. J'étais même au PSU, au parti, et à minute, avant de faire un culbute dans les poches de Lavilliers, ouais, mais ça n'a pas duré. J'ai voulu me racheter, mais voilà, j'étais trop cher. Galaxy Pop ? Viens, on va bien s'entendre. Y a pas de raison pour que j'aille en prison, oh non. Pas de raison pour que je sois au fond. Tu peux me condamner à 18 mois, mais moi, je sais bien comment contourner le droit. J'ai mon avocat, des dossiers bien planqués chez moi. Tu cherches, mais jamais tu trouveras. Pour moi, c'est l'acquis depuis que j'ai reçu l'ordonnance de mon docteur. Et je danse dans le Valois-Perret. Je m'en tape, j'ai été libéré. La justice, je l'emmerde, je l'ai fait toute ma vie. Je suis le roi, je suis le king, je suis Balkany. Et je danse dans le Valois-Perret. Je m'en tape, j'ai été libéré. La justice, je l'emmerde, je l'ai fait toute ma vie. Je suis le roi, je suis le king, je suis Balkany. Galaxy Pop, l'expérience pop culture. Je t'admire intensément, je suis ton parcours en secret. Je veux t'écrire depuis longtemps, et cette année je me sens prêt. C'est pas facile, tu m'impressionnes, par ton charisme et ton talent. Tu parles fort, t'en fais des tonnes, pour moi c'est bien toi le plus grand. Tu marches fièrement dans ta ville, où tout le monde te voit comme un roi. Tu as rendu la vie plus belle pour ceux qui habitent le Valois. Les entreprises viennent à l'appel, mais pas trop les logements sociaux. Du coup ta ville est bien plus belle, c'est vrai que les pauvres, c'est pas beau. Patrick, les juges sont des méchants. T'inquiète, Patrick, personne ne les entend. Patrick, tu es fort, fier et franc. Merci, Patrick,
c'est bien toi le plus grand. Depuis longtemps, tu sais très bien que la morale et la décence, c'est pour les faibles, ça sert à rien. Toi loin des scrupules, tu avances. C'est prouvé, c'est toi le meilleur. T'as sur le dos et sur les bras plus de mise en examen que ton ami Nicolas. Blanchiment de fraude fiscale et déclarations mensongères, corruption, Panama Papers, j'oublie sûrement quelques affaires. Toi tu restes droit dans tes bottes, tête haute et grande gueule. Tous ces juges, toi et tes potes, tu sais même pas ce qu'ils vous veulent. Patrick, Patrick, les juges sont des méchants. T'inquiète, Patrick, personne ne les entend. Patrick, Patrick, tu es fort, fier et franc. Merci, Patrick, c'est bien toi le plus grand. Pour servir ton clientélisme, rien ne pourra jamais t'arrêter. Tu t'en fous si de toute la France, c'est ta ville la plus endettée. Je me demande parfois qui sont ceux que tu tiens par les couilles pour être encore en liberté après avoir mis tant de douilles. Y a plein de petits frères en prison pour des conneries, des petits trafics. Toi tu croules sous les affaires, mais t'es élu de la République. C'est bien grâce à des gens comme toi que j'ai confiance en mon pays, en sa justice et en ses droits. Vive la France et son mépris. Et si tu m'invites à chanter dans ton royaume, je veux bien venir. Je prends pas de cash, je veux être déclaré. Tu sais même pas ce que ça veut dire, mais je chanterai avec bonheur, avec ardeur à chaque instant. Je chanterai pour toi, Patrick, car pour moi tu es le plus grand. Patrick, Patrick, les juges sont des méchants. T'inquiète, Patrick, personne ne les entend. Patrick, Patrick, tu es fort, fier et franc. Merci, Patrick, c'est bien toi le plus grand. Galaxy Pop, la pop culture, elle est belle ma pop culture. Elle est fraîche ma pop culture. Comment ça, elle est pas fraîche ma pop culture? Elle est belle ma pop culture. Elle est belle, venez, venez. Elle est bonne ma pop culture. Si tous ceux qui souffraient sont morts aujourd'hui, ne les laissons pas tomber dans l'oubli. Construisons l'avenir main dans la main. Au pays des éoliennes, on a besoin de vent. Au pays des barrages, on a besoin de l'eau. Au pays du pétrole, on a besoin d'argent. Et moi dans ma centrale, j'ai tout ce qu'il me faut. Petit bonhomme, ce soir tu dormiras. C'est ma centrale qui s'occupe de toi. Toi qui veux sauver la terre, choisis donc le nucléaire. Par l'air ou par les airs, répands-le dans l'atmosphère. comme le soleil en fusion qui réchauffe nos maisons. C'est vrai que la terre est ronde, nous allons changer le monde. Toi qui veux
chantons pour un monde meilleur. Allez, tous en cœur. Toi qui veux sauver la terre, choisis donc le nucléaire. Par la mer ou par les airs, répands-le dans l'atmosphère. Comme le soleil en fusion qui réchauffe nos maisons. Aussi vrai que la terre est ronde, nous allons changer le monde. Toi qui veux sauver la terre, choisis donc le nucléaire. Par la mer ou par les airs, répands-le dans l'atmosphère. Comme une pluie d'étoiles filantes, tourne dans un micro-ondes. Nous allons changer Le monde. Cette grève qui leur sera fatale Restera dans toutes les mémoires. Ils ont la centrale, mais nous avons le pouvoir. Cette grève qui leur sera fatale restera dans toutes les mémoires. Ils ont la centrale, mais nous avons le pouvoir. Regardez-moi ça. Je les plonge dans les ténèbres et ils ne sont pas tristes du tout. Ils chantent au contraire. Ils chantent sans toaster. Au village, nous avons dit adieu aux fleurs, aux fruits. Adieu semailles, fenaisons. Adieu au bétail aussi. Nous avons sur la rivière mis du goudron, du béton. C'est chez nous, on en est fiers et tous ensemble nous chantons. Oh, nucléaire. Oh, nucléaire. Le maire était chagriné. Il n'avait plus le moral. On lui avait coupé le nez. Sur l'affiche électorale. Mais depuis qu'il a bâti la centrale, il est heureux. Son sourire s'est élargi et mieux qu'un nez, il en a deux. Oh, nucléaire. Oh, nucléaire. Depuis qu'on a la centrale, le médecin est content. Sous sa blouse de tergale, des doigts, il en a 200. Et ça lui permet de faire une ablation d'amygdale avec un implant mammaire en même temps qu'un toucher rectal. Oh, nucléaire. La centrale de Crémalville est restée en alerte rouge pendant plus de 2 heures mercredi dernier. Fissure dans le cœur du réacteur atomique, au dire des Verts, affirmation aussitôt démentie par son directeur, M. Francis Le Fournier. Non, écoutez, soyons clairs, l'alerte n'était due, quoique peuvent en dire certains, qu'à une panne de la hotte d'aspiration des cuisines de la cantine. Alors vous voyez qu'on est loin de la fissure dans le réacteur et autres apocalypses. Alors je dirais que s'il tombe en panne, ce système automatique, eh bien nous avons également le système manuel qui est ici, c'est ce bouton. Si j'appuie, ça retentit dans toute la centrale, dans un bruit assourdissant. Si vous voulez, on fait un essai tout de suite. Attention. Attention. Ah, je crois que... Attendez. Ah non, il ne se passe rien, c'est juste un léger problème. Cela dit, si le système manuel ne marche pas, nous avons également la clochette pour avertir nos camarades, qui est tout aussi efficace, même si elle est rudimentaire. Je puis vous assurer que le personnel ici est suivi régulièrement par une assistance médicale très poussée. Excusez-moi, une mauvaise grippe. Petite ville de mon enfance,
mes grands témoins de mon passé. On ne connaît pas la Provence tant qu'on ne l'a jamais quittée. Je connaissais un peu l'automne, mais ne savais rien de l'hiver. Demandez donc aux autochtones s'ils ont déjà connu la guerre. J'allais, je passais la frontière qui sépare les départements, qui sépare aussi les parents entre la garrigue et la centrale nucléaire. Je me surprends à être fière maintenant que je suis loin de toi, de mes racines et de mes frères qui sont toujours restés là-bas. Pourtant je t'ai déjà maudite, toi et ton vent impertinent. Jamais dans ton ciel une fuite pour apaiser ton sol brûlant. J'allais, je passais la frontière qui sépare les départements, qui sépare aussi les parents entre la garrigue et la centrale nucléaire. Ils ont tous une voix qui chante et qui rallonge un peu les vers. Si leur chanson est bienveillante, jamais elle se donne de grands airs. Les familles et la grande histoire ne parlent jamais des perdants, malgré les tabous de leur mémoire. L'Algérie coule dans mon sang. J'allais, je passais la frontière qui sépare les départements, qui sépare aussi les parents entre la garrigue et la centrale nucléaire. Il en est de même pour l'environnement naturel de la centrale. Il est protégé, il est sous contrôle. Pour ne citer que le cerisier, par exemple, le cerisier donne des tomates tout à fait comestibles. Vous savez, si vous voulez mon avis vraiment personnel, profond, je crois qu'une fois de plus, on est en train de chercher à discréditer le nucléaire. Non, vous savez, les premiers trains à vapeur terrorisaient les populations. Excusez-moi. Oui. Voici le dossier. Ah, très important. Merci infiniment, monsieur Burgot. Merci beaucoup. Merci. C'est monsieur Burgot, c'est un chercheur plein de talent et surtout plein d'avenir puisqu'il vient d'avoir à peine 21 ans. Non, en conclusion, je dirais que le nucléaire, c'est une question de confiance. Galaxy Pop? Science molle ou science dure? Nous, c'est la pop culture. Mais il faut parler, tu les laisses parler dehors, là? Tu ne les entends pas? Normalement, non. Véro, s'il te plaît, ferme un peu la porte. Mais un tout petit peu. Et en quoi ça vous gêne? Voilà, c'est parfait. Désolé, là j'ai enregistré ça, mais c'est pas grave.